Virginie Despentes, Apocalypse bébé. Paris. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'avais encore 30 ans. Tout pouvait arriver. Il suffisait de faire les bons choix au bon moment. Je changeais souvent de travail, mes contrats n'étaient pas renouvelés, je n'avais pas le temps de m'ennuyer. Je ne me plaignais pas de mon niveau de vie, j'habitais rarement seule. Les saisons s'enchaînaient façon paquet de bonbons, faciles à gober et colorés. J'ignore à quel moment la vie a cessé de me sourire. Aujourd'hui, j'ai le même salaire qu'il y a 10 ans. À l'époque, je trouvais que je m'en tirais bien. L'élan s'est ralenti après mes 30 ans. Un souffle qui me portait s'est éteint. Et je sais que la prochaine fois que je me retrouverai sur le marché de l'emploi, je serai une femme mûre, sans qualification. C'est comme ça que je m'accroche à la place que j'ai, comme si ma vie en dépendait. Ce matin-là, j'arrive en retard. Agathe, la jeune standardiste, tapote sa montre du doigt en fronçant les sourcils. Elle porte des collants fluo jaunes et des boucles d'oreilles roses en forme de cœur. Elle a facile 10 ans de moins que moi. Je devrais ignorer son petit soupir contrarié quand elle trouve que je prends trop de temps à enlever mon manteau, au lieu de quoi je bafouille une excuse incompréhensible et je file frapper à la porte du chef. De l'intérieur de son bureau s'échappent de longs cris rauques. Je recule d'un pas effrayé. J'interroge Agathe du regard, elle grimace et chuchote. C'est Madame Galton, elle vous attendait devant l'entrée avant l'ouverture ce matin. De ce nez se fait agonir depuis 20 minutes. Entre vite, ça va la calmer. Je suis tentée de tourner les talons et d'évaler les escaliers, sans un mot d'explication. Mais je frappe à la porte et on m'entend. Pour une fois, De Sney n'a pas besoin de jeter un œil au dossier éparpillé sur son bureau pour se souvenir de mon nom. Lucie Toledo, que vous avez déjà rencontrée. Elle était justement, il n'a pas l'occasion d'aller au bout de sa phrase. La cliente l'interrompt en vociférant. « Mais t'étais où, connasse ?» Elle me laisse 2 secondes pour encaisser le coup de poing verbal, puis enchaîne en augmentant le volume. « Tu sais combien je te paye pour que tu ne la perdes pas de vue, et elle disparaît dans le métro ? Dans le métro, idiote. Tu as quand même réussi l'exploit de la perdre dans le métro. Et tu attends une demi-journée avant de me laisser un message pour me prévenir ? L'école a prévenu avant toi, ça te semble normal ? Tu as l'impression d'avoir correctement fait ton travail, peut-être ? Cette femme est habitée par le diable. Je ne dois pas être assez réactive à son goût. Elle se désintéresse de mon cas et se tourne contre De Sney. Et pourquoi cette gourde suivait Valentine ? Vous n'avez rien de plus brillant en stock ? Le chef n'emmène pas large. Acculé par les circonstances, il me couvre. Je vous assure que Lucie est l'un de nos meilleurs éléments. Elle a une grande expérience du terrain et ça vous semble normal de perdre une gamine de 15 ans sur le trajet qu'elle effectue chaque matin ? J'avais rencontré Jacqueline Galton pour l'ouverture du dossier 10 jours auparavant. Carré blond court impeccable, talons aiguilles à semelles rouges, c'était une femme froide, bien rafistolée pour son âge, très précise dans ses indications. Je n'avais pas deviné qu'à la moindre contrariété, elle serait sujette au syndrome de la tourette. Sous l'effet de la rage, les rides de son front se creusent. Le botox a perdu la partie. Un peu d'écume blanche perle aux commissures de ses lèvres. Elle tourne en rond dans le bureau, ses épaules étroites sont secouées de spasmes. « Vous avez fait comment, bougre d'imbécile, pour la perdre dans le métro ?» Ce mot l'excite. En face d'elle, De Sney se ratatine. Ça me fait plaisir de le voir rétrécir, lui qui ne perd jamais une occasion de jouer les durs de salon. Jacqueline Galton improvise un monologue à la mitraillette. Elle s'attaque, pêle-mêle, à ma sale gueule, mes fringues infectes, mon incapacité à faire mon boulot alors qu'il n'est pas très difficile à faire, et au manque d'intelligence qui caractérise tout ce que j'entreprends. Je me concentre sur le crâne chauve de De Sney, parsemé de taches brunes obscènes. Court sur pattes et bedonnant, le chef n'est pas très sûr de lui, ce qui le rend volontiers brutal face aux subalternes. Dans le cas présent, il est tétanisé de trouille. J'avance une chaise et m'installe au bout de son bureau. La cliente reprend son souffle, j'en profite pour m'immiscer dans la conversation. Ça s'est passé tellement vite, je ne pensais pas que Valentine risquait de disparaître. Vous croyez que c'est une fugue ? Tiens, ça tombe bien qu'on en parle, c'est justement parce que j'aimerais le savoir que je vous paye. De Sney a étalé sur son bureau un certain nombre de photos et de comptes rendus. Jacqueline Galton saisit une feuille de rapport au hasard entre 2 doigts comme s'il s'agissait d'un insecte mort, y jette un bref coup d'œil, puis la laisse retomber. Ses ongles sont impeccables, rouge laqué. Je me justifie. Vous m'avez demandé de suivre Valentine, de rendre compte de ses déplacements, fréquentations, activités. Mais jamais je n'ai envisagé qu'il pourrait lui arriver quelque chose. On ne parle pas des mêmes procédures, vous comprenez ce que je veux dire ? Elles fond en larmes. Il ne manquait plus que ça pour nous mettre à l'aise. C'est terrible de ne pas savoir où elle est. De Sney, penaud, bredouille en évitant son regard. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider à la retrouver. Mais je suis sûre que la police... La police ? Vous croyez que c'est important pour eux ? Tout ce qui les intéresse, c'est publier la nouvelle dans les médias. Ils n'ont qu'une idée en tête, parler aux journalistes. Vous pensez vraiment que Valentine a besoin de cette publicité ? Vous croyez que c'est une jolie façon de commencer sa vie ? De Sney se tourne vers moi. Il aimerait bien que j'invente une piste, mais j'étais la première surprise ce matin-là quand je ne l'ai pas retrouvée au café en face de l'école. La cliente reprend. Je prendrai les frais en charge. Nous ferons un avenant au contrat original. J'offre une prime de 5 000 € si vous la ramenez en 15 jours. En contrepartie, si vous n'obtenez aucun résultat, je vous ferai vivre l'enfer sur terre. Nous avons des relations et j'imagine qu'une agence comme la vôtre n'a aucune envie de subir toute une série de contrôles désagréables.
Sans parler de la mauvaise publicité. Sur ces derniers mots, elle relève son regard pour le planter dans celui de Dosnay. Très joli mouvement, assez lent, on se croirait dans un film en noir et blanc. Elle a dû bosser ce geste toute sa vie. Elle se penche à nouveau sur un extrait de rapport. Ce sont mes dossiers qui sont sur la table. Non seulement les pièces que j'ai rassemblées toute la journée et la soirée d'hier, mais aussi celles qu'ils sont venus récupérer eux-mêmes dans ma bécane. Pas besoin de se gêner avec quelqu'un comme moi. Évidemment qu'ils vérifient que j'ai tout sorti et que je n'ai rien oublié ou caché. J'ai passé des heures à sélectionner les pièces importantes, les classer. Ils ont foutu un bordel effarant là-dedans. Du coup, tout y est. De la note du café où je l'ai attendue jusqu'au moindre cliché que j'ai pris d'elle, y compris ceux où on ne voit qu'un morceau de bras. Une façon de me faire comprendre que même si je passe 24 heures sur un dossier pour être sûr qu'il sera nickel à l'heure où on me l'a demandé, on me tient pour incapable d'évaluer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Pourquoi se priveraient-ils tous du plaisir de saliser son prochain alors que je suis là, disponible, à la base de la pyramide? Elle a raison de me traiter de gourde, la vieille, si ça peut la soulager. Je suis la gourde mal payée qui vient de se taper 15 jours de planque pour surveiller une adolescente nymphomane, défoncée à la coque et hyperactive. Une de plus. Depuis bientôt 2 ans que je travaille chez Reldange, on ne me confie que ça, la surveillance des adolescents. Je ne m'en suis pas plus mal tirée qu'une autre, jusqu'à ce que Valentine disparaisse.